L'anesthésie en parodontologie. Le plan de travail comporte une introduction, une définition, un rappel sur l'innervation, un rappel physiologique, les instruments nécessaires, les produits d'anesthésie, les différentes techniques d'anesthésie, les complications et enfin une conclusion. Introduction. La suppression de la douleur doit être considérée comme un des buts essentiels de notre pratique quotidienne, tant pour la sérénité et le confort de nos patients que pour permettre aux praticiens de réaliser dans le calme et la détente une bonne dentisterie. Le seul moyen dont nous disposons pour supprimer efficacement la douleur est l'anesthésie sous toutes ses formes. Définition. L'anesthésie se définit comme étant une perte plus ou moins complète de la sensibilité générale ou de celle d'une région du corps produite par une maladie ou bien par un agent anesthésique tel que l'éther ou bien le chloroforme. Elle a pour but de supprimer de manière transitoire et réversible la sensibilité d'un territoire de l'organisme, pour un but thérapeutique ou diagnostique. C'est une véritable section physiologique de la conduction nerveuse. Il existe 3 types d'anesthésie. Tout d'abord, on a l'anesthésie locale, qui intéresse les branches terminales. Ensuite, l'anesthésie locorégionale, qui intéresse le tronc nerveux. Et enfin, l'anesthésie générale, qui intéresse le système nerveux central. Rappel sur l'innervation. La connaissance de l'anatomie est un facteur déterminant pour réussir une anesthésie locale et locorégionale. L'innervation de la face dépend essentiellement du nerf trijumeau, qui est la 5e paire crânienne. Il est composé de 2 racines, une racine sensitive et une racine motrice. Le corps cellulaire de la racine sensitive est regroupé dans le ganglion de Gasser, et à partir de là, il donne naissance à 3 branches. Le nerf ophtalmique de Willis, le nerf maxillaire supérieur et le nerf maxillaire inférieur. Le nerf ophtalmique de Willis, il assure l'innervation cutanée de l'étage moyen de la face, des muqueuses nasales et conjonctivales et du sinus ethmoïdal. Le nerf maxillaire supérieur, il sort du crâne par le trou grand rond et traverse l'arrière-fond et la fosse ptérygomaxillaire. Il se divise en branches collatérales qui sont un rameau méningé et orbitaire, un rameau zygomatique, des rameaux alvéolaires supérieurs, postérieurs et moyens, innervant les prémolaires et les molaires, et un rameau alvéolaire antérieur pour le massif incisivo-canin. On a aussi le nerf sphénopalatin qui donne le nerf nasopalatin, le nerf antérieur, le palatin moyen et le palatin postérieur. Le nerf maxillaire supérieur donne aussi naissance à des branches terminales qui sont le nerf labial supérieur, le nerf nasal et le nerf palpébral. Le nerf mandibulaire, anciennement dénommé nerf maxillaire inférieur, est la plus volumineuse des 3 branches du trijumeau, et aussi la plus inférieure. C'est un nerf mixte issu du crâne par le trou ovale et se divise en 2 troncs, un tronc antérieur sensitif et un tronc postérieur mixte, dont le territoire est représenté principalement par la mâchoire inférieure. Le tronc antérieur comporte le nerf temporobuccal qui se divise en nerf temporal antérieur et nerf buccal innervant la gencive en regard des molaires. On a aussi le nerf temporo-massétérin et le nerf auriculotemporal. Le tronc postérieur comporte le nerf alvéolaire inférieur, il innerve l'hémimandibules, il chemine à la face interne de la branche montante de la mandibule et pénètre dans le canal dentaire au niveau de l'épine de Spix. Il émerge au niveau du trou mentonnier. Il se divise en 2 branches terminales. On a le nerf mentonnier et le nerf incisif. On a aussi le nerf lingual qui innerve les 2 tiers antérieurs de la langue et une partie du plancher de la bouche. Rappel physiologique. La cellule nerveuse comprend un corps cellulaire, un axone et des dendrites. L'axone est formé de couches de phospholipides renfermant des protéines, dont certaines d'entre elles forment des canaux par lesquels passent les flux ioniques. Les flux sont déterminés par les différences de charge et de concentration de part et d'autre de la membrane. Le produit anesthésique réduit la perméabilité du canal sodique à l'ion Na+, provoquant une réduction du courant de dépolarisation, aboutissant au blocage de l'influx nerveux.
Les instruments nécessaires. Le matériel utilisé comprend les seringues et les aiguilles. Les seringues. Il existe 4 sortes de seringues. Les seringues métalliques, elles sont abandonnées actuellement pour leur étanchéité imparfaite. Les seringues en plexiglas. Elles sont étanches et transparentes, mais elles ne sont pas stérilisables à la chaleur sèche. Les seringues en verre, utilisées pour les anesthésies tronculaires, car elles permettent l'aspiration et sont stérilisables à la chaleur sèche. Les seringues à carpule. Elles sont stérilisables, étanches et facilement utilisées. L'handicap de l'aspiration est surmonté par l'apparition des seringues à carpule avec un dispositif d'aspiration. De ce fait, ces seringues peuvent être utilisées aussi bien pour l'anesthésie locale que pour l'anesthésie loco-régionale. Les aiguilles. Ce sont des objets métalliques jetables ou bien stérilisables. Le choix doit répondre à certains critères. Il faut que l'aiguille soit suffisamment rigide. La longueur est choisie en fonction du site et de la technique utilisée. On a des aiguilles pour les seringues à carpule. Ce sont des aiguilles bipointes utilisées pour l'anesthésie para-apicale, l'anesthésie tronculaire ainsi que l'anesthésie intraseptale. On a aussi des aiguilles pour les seringues en verre utilisées pour l'anesthésie tronculaire. Les carpules. Elles sont standardisées à 1,8 ml. Elles contiennent un agent anesthésique, un vasoconstricteur, un agent conservateur, du chlorure de sodium et de l'eau distillée. Le matériel accessoire. Il est représenté par des dispositifs pour la neutralisation des aiguilles contaminées et des réchauffeurs de carpule. Les produits anesthésiques. Le produit anesthésique est une sorte de drogue qui permet de supprimer d'une manière transitoire et réversible la sensibilité d'un territoire donné. Ce sont des bases faibles qui possèdent 3 parties. Un pôle lipophile, qui est le noyau aromatique, il conditionne la liposolubilité, la fixation à la membrane et le pouvoir anesthésiant. Un pôle hydrophile, qui est le groupement aminé, il conditionne l'hydrosolubilité, la diffusion et la rapidité d'action. Et enfin, une chaîne intermédiaire, elle influence la puissance du blocage, la sensibilité dans les lipides, la capacité de liaison avec les protéines, ainsi que la toxicité. Classification des produits anesthésiques. On a des produits anesthésiques à fonction ester, tels que la procaïne et la tétracaïne, ainsi que des produits anesthésiques à fonction amide, tels que la lidocaïne, xylocaïne et la mépivacaïne. Les propriétés d'un anesthésique idéal. Il doit avoir une action réversible. Il ne doit entraîner ni irritation ni réaction secondaire locale. Il doit posséder une faible toxicité systémique. Son effet anesthésique doit se manifester rapidement et durer suffisamment de temps. Il doit avoir une puissance suffisante. Il doit être stable en solution. Il doit être stérile. Il ne doit entraîner aucune réaction allergique. Et enfin, il doit être facilement métabolisé dans l'organisme. Les produits anesthésiques à fonction ester. Cette liaison ester est fragile. Elle se dégrade rapidement par les enzymes plasmatiques, libérant ainsi l'acide para-aminobenzoïque. On peut citer la tétracaïne. Elle a une action plus longue et plus puissante que la procaïne. Elle possède aussi des propriétés allergisantes. La procaïne. Elle a une courte durée d'action. Elle est vasodilatatrice. Elle est allergisante. Elle est utilisée en cas de contre-indication aux produits à fonction amide. La chloroprocaïne. Elle est hydrolysée 4 fois plus rapidement que la procaïne et elle est moins toxique. Les produits anesthésiques à fonction amide.
Les amides ont un métabolisme plus lent qui se fait au niveau hépatique. Leur élimination est essentiellement rénale. On peut citer la lidocaïne. Son métabolisme est essentiellement hépatique. C'est une substance toxique à la suite d'un passage dans la circulation sanguine. Elle peut être utilisée comme anesthésique de surface ou bien par infiltration. La prilocaïne. Elle a une durée d'action plus longue que la lidocaïne. Elle a un métabolisme rapide, donc une toxicité diminuée. L'éthidocaïne. Elle est 3 fois plus puissante que la lidocaïne, avec un délai d'action court. Cependant, si elle produit un bloc moteur bon, elle produit un bloc sensitif inconstant, ce qui en limite son emploi dans les techniques d'anesthésie par infiltration. La mépivacaïne. Elle a un métabolisme hépatique. Il faut noter que le fœtus métabolise mal la mépivacaïne, ce qui n'en fait pas un bon anesthésique local chez la femme enceinte. Elle a une durée d'action supérieure à la lidocaïne. Le vasoconstricteur. Définition. Ce sont des molécules capables d'entraîner la contraction de la paroi vasculaire et la réduction ou l'arrêt de la circulation sanguine. À travers ces molécules, on parle de substances vasoactives. Il est associé aux molécules anesthésiques car il permet de diminuer le saignement et la vitesse de résorption de la molécule anesthésique, d'augmenter la durée et l'efficacité de l'anesthésie, de diminuer la quantité totale de l'anesthésique, donc du risque de toxicité. Les propriétés du vasoconstricteur. Ils provoquent une vasoconstriction. Ils sont hyperglycémiants, hypertensifs. Ils entraînent une tachycardie. Ils sont bronchodilatateurs. Au niveau de l'utérus, ils provoquent des contractions et des relâchements. Augmentation du péristaltisme buccal et diminution du péristaltisme intestinal. Les différents types du vasoconstricteur. L'adrénaline. Elle correspond aux catécholamines endogènes. Elle a une action sur les récepteurs alpha et bêta. Elle a aussi une action sur le métabolisme basal et elle produit une hypertension. C'est le vasoconstricteur le plus efficace et le moins nocif. Sa concentration optimale est de 1 sur 200 000, soit 10,8 mg pour une cartouche de 1,8 ml. Si sa concentration est supérieure à 1 sur 200 000, on aura des effets systémiques secondaires ainsi que des risques d'ischémie. La noradrénaline. Elle correspond aux catécholamines endogènes. Elle a une action sur les récepteurs alpha. Elle provoque une hypertension par une vasoconstriction périphérique. Elle a peu d'effet sur le rythme cardiaque et le métabolisme basal. Sa dose totale est de 0,34 mg, soit 10 ml d'une solution contenant la noradrénaline à une concentration de 1 sur 30 000. La corbadrine. C'est la moins utilisée. Sa structure est analogue à celle de l'adrénaline. Elle agit principalement sur les récepteurs alpha. Elle se comporte plutôt comme la noradrénaline que l'adrénaline. Les contre-indications. Les risques sont minimes car la dose contenue dans une cartouche est faible. Il faut être prudent chez les patients qui présentent une contre-indication. La dose maximale de l'adrénaline ne doit pas dépasser les 40 mg. Les critères de choix de la molécule anesthésique. En fonction des paramètres physico-chimiques, les différentes molécules ayant une incidence sur la tachyphylaxie, on utilisera la molécule qui présentera le coefficient de dissociation le plus élevé possible. La résorption, utilisation de molécules à liaison protéique importante et une grande liposolubilité. La distribution. Les molécules de type amide se lient aux protéines plasmatiques, principalement l'albumine. Le métabolisme.
La dégradation des aminoesters par les pseudocholinesterases plasmatiques en acides para-amino-benzoïques responsables des réactions allergiques. En fonction de l'état général du malade. Si le patient présente une insuffisance hépatique, il faut utiliser une quantité limitée de vasoconstricteurs dans les anesthésiques à fonction amide. Si le patient présente une porphyrie hépatique, il faut utiliser des anesthésiques à fonction ester. Pour les patients traités par les bêta-bloquants, il faut utiliser des molécules anesthésiques principalement éliminées au niveau pulmonaire, telles que la prilocaïne. Pour les patients traités par la cimétidine, on a une inhibition de la fonction des anesthésiques à fonction amide. Pour les patients présentant une pathologie pulmonaire, il faut proscrire l'usage de la prilocaïne. Pour les diabétiques, il faut limiter l'utilisation des vasoconstricteurs. Pour les malades sous psychotropes, il faut toujours utiliser l'anesthésie avec beaucoup de prudence. En fonction de l'état physiologique, chez la femme enceinte, il faut utiliser des molécules fortement liées aux protéines plasmatiques et peu liposolubles, type aminoamide. Chez l'enfant et l'adulte sain, le meilleur choix reste les aminoamides. Chez le sujet âgé, il faut réduire la dose de 1/3 à 70 ans. Pour adapter la dose de l'anesthésie en fonction de l'âge du patient, on pourra employer la règle de Young. La dose de l'enfant est égale à l'âge de l'enfant sur l'âge plus dose. Pour réduire la posologie en fonction du poids corporel, on pourra employer la règle de Clark. La dose de l'enfant est égale au poids de l'enfant sur 150. Les techniques d'anesthésie. L'anesthésie locale, intéressant une zone limitée. L'anesthésie locorégionale, insensibilisant toute une région. Et l'anesthésie générale, intéressant peu la parodontologie. L'anesthésie locale. L'agent anesthésique porte sur un territoire limité et agit sur les rameaux terminaux des nerfs dentaires. L'anesthésie permet une insensibilité limitée à quelques dents et intéresse la gencive, le ligament et la pulpe. Les différentes sensations disparaissent dans l'ordre suivant. Douloureuse, thermique d'abord le chaud puis le froid et enfin tactile. On a deux techniques d'anesthésie locale. On a l'anesthésie locale par infiltration et l'anesthésie locale de surface. L'anesthésie de surface. Elle détermine une insensibilité de courte durée. Les produits peuvent être utilisés sous forme de crème, de gel ou de spray. Elle est indiquée pour préparation à l'anesthésie par injection. L'anesthésie de surface par réfrigération. Le principe consiste à utiliser la production d'un froid intense par évaporation d'une substance très volatile sur une zone muqueuse ou cutanée très limitée. Les cryosprays agissent par évaporation d'un gaz dérivé de l'éthane. Ce mode d'anesthésie locale aisée détermine une anesthésie de surface peu profonde et de très courte durée. L'anesthésie de contact. Il s'agit d'appliquer sur une zone muqueuse un liquide anesthésique. Cette application peut être réalisée soit par badigeonnage ou tamponnement d'un gel ou d'une crème aminoester à 20%, soit par pulvérisation à l'aide d'un flacon de spray aminoamide de 5 à 15%. Ce mode d'anesthésie permet une insensibilisation plus longue que la réfrigération, mais de faible intensité et surtout de faible profondeur. Il apporte une diminution de la sensibilité de la muqueuse buccale lors de la pénétration d'une aiguille. On passe maintenant à la deuxième technique d'anesthésie locale, qui est l'anesthésie par infiltration. C'est une anesthésie locale sous muqueuse, par injection entre la muqueuse et le tissu conjonctif. Elle consiste à déposer le produit anesthésique en contact des tables internes et externes au niveau de la région apicale. Elle est la plus utilisée.
Elle anesthésie la gencive, l'os alvéolaire, le ligament et la pulpe dentaire. L'insensibilisation apparaît très rapidement, en 1 à 2 minutes, et elle dure en moyenne 30 minutes. L'injection du côté vestibulaire. L'aiguille à biseau tournée vers l'os, le point d'infiltration se situe au fond du vestibule en regard de l'apex dans la muqueuse lâche. On injecte les 2/3 de la carpule du côté vestibulaire. L'injection du côté lingual. Le tiers restant du côté lingual ou palatin, le biseau de l'aiguille, toujours tourné vers l'os, le point de pénétration se fera à mi-distance entre le collet et la région apicale de la dent à traiter. C'est une technique simple à réaliser. La zone anesthésiée est limitée et les effets post-opératoires moins désagréables pour le patient. Pour être efficace, la solution doit traverser la corticale osseuse. Si celle-ci est trop épaisse, cette technique d'injection ne convient pas. L'anesthésie intraligamentaire. Il faut tout d'abord désinfecter la gencive avec un antiseptique local, utiliser une aiguille courte, insérer l'aiguille dans le sulcus de la zone proximale, le biseau tourné vers la dent afin de limiter les risques de blocage. Quand l'aiguille est en place, injectez 0,2 ml de solution en exerçant une pression importante. Si l'injection se fait sans résistance, cela signifie que l'aiguille n'est pas correctement insérée dans le ligament. Dans ce cas, il faut recommencer l'opération. L'aiguille est laissée en place environ 10 secondes pour permettre la solution de diffuser. Un retrait trop précoce induit un reflux de la solution et donc un échec de la technique. C'est une technique susceptible d'améliorer l'anesthésie tronculaire, immédiatement après l'injection mais de durée limitée. Elle dure environ 15 minutes. Cette technique nécessite une faible quantité de solution. C'est une anesthésie très localisée et elle a un effet rapide. Les inconvénients de cette technique sont le risque de fracture de l'aiguille, suite post-opératoire souvent douloureuse liée à l'inflammation desmodentale inhérente à l'injection. L'anesthésie intraseptale. Il s'agit de l'anesthésie du septum interdentaire. Elle consiste à une injection au milieu de la papille du côté vestibulaire. L'aiguille, elle est tournée à 45 degrés par rapport à l'axe de la dent. Elle doit être effectuée sur un parodonte sain. L'anesthésie intrapulpaire. On doit appliquer un coton saturé d'anesthésique sur le plafond pulpaire. Il faut éliminer par fraisage sans pression la dentine anesthésiée en répétant l'application d'anesthésique au besoin, jusqu'à réaliser une petite perforation de la taille de l'aiguille. Il faut appliquer un coton de génol sur l'exposition pulpaire. Ensuite, on injecte 0,5 ml d'anesthésique dans la pulpe en maintenant une pression ferme pour éviter le reflux. L'anesthésie locorégionale au maxillaire inférieur à l'épine de Spix. Elle permet l'anesthésie du nerf lingual et du nerf dentaire inférieur. Elle est indiquée pour anesthésier la gencive, la pulpe et l'os alvéolaire des molaires inférieurs. Elle consiste à déposer 2 centilitres de solution anesthésique au niveau de la région de l'épine de Spix. L'anesthésie est obtenue en quelques minutes et peut durer plus d'1 heure et demie. La technique directe. Le point d'injection se situe au centre d'un triangle limité en dehors par la saillie du bord antérieur de la branche montante, en dedans par le repli ptérygo-mandibulaire, en haut par le fond du vestibule maxillaire. La seringue étant dirigée de la canine du côté opposé vers le côté concerné, l'aiguille est enfoncée 1 cm à 1,5 cm au-dessus du plan d'occlusion des molaires. Le contact osseux est recherché, on retire un peu, une aspiration est systématique, ensuite la solution est injectée. La technique indirecte. Elle est réalisée en 3 temps. Elle consiste tout d'abord à repérer le bord antéro-externe de la branche montante avec l'index de la main gauche. La main droite saisit la seringue. On pique jusqu'au contact osseux entre la ligne oblique interne et la ligne oblique externe à 1 cm au-dessus du plan d'occlusion.
Par un petit glissement interne, on dégagera la ligne oblique interne. Ensuite, une petite rotation de l'aiguille vers la canine du côté opposé. Toujours le contact osseux est conservé, on enfonce l'aiguille 1 cm à 1,5 cm. Une aspiration est systématique. Ensuite, on injecte la solution anesthésique. Et enfin, retour à la position initiale et on retire la seringue. Les nouvelles techniques d'anesthésie. L'anesthésie dentaire électronique. C'est une méthode non invasive basée sur l'envoi de petites impulsions électriques transcutanées créant une différence de potentiel au niveau du trajet nerveux, entraînant un blocage de l'influx sensitif. Elle repose sur le principe de stimulation électronique des fibres bêta qui propagent l'influx plus rapidement que les delta, ce qui va avoir pour effet de bloquer les récepteurs de la transmission douloureuse aux étages supérieurs corticaux. La technique. Fixation du cordon noir en regard d'un des points d'émergence du trijumeau. La fixation verte sera placée en regard de la dent à traiter et les électrodes seront placées sur la peau du malade. L'anesthésie par ordinateur. Utilisé pour n'importe quelle anesthésie. Il offre une anesthésie confortable, rapide, avec une quantité minimale de produits injectés. Les complications de l'anesthésie. Tout d'abord, on a des complications immédiates et des complications tardives. Parmi les complications immédiates, on a une injection douloureuse due au produit anesthésique trop froid, injection rapide ou bien à une injection dans un milieu inflammatoire. Pour l'éviter, il faut réchauffer la carpule, injecter lentement et à distance du foyer inflammatoire. Le réflexe nauséeux. S'il y a une fuite de produit anesthésique à l'oropharynx, il faudra alors faire cracher le patient et rincer la bouche pour éliminer l'excès du produit. Rupture de l'aiguille. Lésions vasculaires et nerveuses, l'échec de l'anesthésie. Les complications tardives. On peut être confronté à une alvéolite, complications de surdosage, complications allergiques, ainsi que des complications neurovégétatives, comme un malaise vagal, une perte de conscience, des crises convulsives ou encore une syncope cardio-respiratoire. En conclusion, les techniques d'anesthésie locale et loco-régionale sont aujourd'hui considérées par le praticien et le patient comme une étape indispensable à la réalisation d'un grand nombre d'actes, ayant pour site la cavité buccale. Les solutions anesthésiques actuelles sont d'une grande efficacité et procurent à faible dose une analgésie de qualité, à condition toutefois qu'elle soit déposée au voisinage du tissu nerveux. La connaissance des trajets nerveux principaux ainsi que des suppléances devient un facteur déterminant pour réussir dans les meilleures conditions une anesthésie locale.